La révolte des Canuts désigne plusieurs soulèvements ouvriers ayant lieu à Lyon, en France, en 1831, puis 1834 et 1848. Il s'agit de l'une des grandes insurrections sociales du début de l'ère de la grande industrie. Dans les années 1830, Lyon fait figure de ville pionnière pour les révoltes ouvrières. La commune de la Croix-Rousse est alors peuplée d'ouvriers et d'artisans, fabriquant notamment de la soie, surnommés les Canuts. Leur révolte est précédée, entre autres en 1819, d'émeutes écrasées par l'armée à Vienne lors de l'introduction de nouvelles machines à tondre les draps. Les ouvriers du textile brisent les nouvelles machines à tisser, à l'image de celles inventées par Jacquard, car ils considèrent que ces machines les concurrencent et les privent de leur gagne-pain. Si, contrairement à une idée répandue, les Canuts ne s'en prennent pas spécifiquement aux machines, ils revendiquent surtout un salaire garanti face à des négociants qui répercutent toujours les fluctuations du marché à la baisse. Ces émeutes se produisent dans un contexte de révolution industrielle et de libéralisation de l'économie qui dégrade profondément les conditions de vie de ces ouvriers et artisans. Dépossédés d'un savoir-faire et ravalés au simple rang de force de travail, ils s'organisent en vue de contester le nouvel ordre social qui s'instaura à leur détriment. En 1831, la conjoncture économique est morose et pèse sur la demande de soieries. La faiblesse de l'activité entraîne les salaires des ouvriers à la baisse. Depuis les meilleures années de l'Empire, les salaires ont nettement chuté. Le 18 octobre 1831, les Canuts demandent au préfet du Rhône, Louis Bouvier du Mollard, de jouer les intermédiaires pour obtenir des fabricants l'établissement d'un tarif permettant de limiter la baisse des prix. Le préfet réunit aussitôt une commission de patrons et d'ouvriers qui établit un tarif le 26 octobre et confie au conseil de prud'homme la charge d'en surveiller l'application. L'intervention du préfet a été mal vue par un certain nombre de fabricants qui tiennent son attitude pour démagogique et les concessions de leurs représentants pour des marques de faiblesse. 104 d'entre eux, invoquant les principes de la Révolution qui, avec notamment la loi Le Chapelier et le décret d'Allard de 1791, a consacré le principe de non-intervention de l'État dans les relations de travail, refusent d'appliquer le tarif, qui dénonce comme entrave à la liberté économique, et rejette comme exorbitantes les prétentions des Canuts en matière de salaire. Prétentions des Canuts en matière de salaire. Canuts en matière de salaire. Matière de salaire. Cette attitude provoque le soulèvement des ouvriers, le 21 novembre 1831. Le 21 novembre 1831, plusieurs centaines de tisseurs parcourent la Croix-Rousse, qui est alors une commune indépendante. Ils obligent ceux qui travaillent encore à arrêter leur métier à tisser, puis descendent de la Croix-Rousse par la montée de la Grande Côte, jusqu'à la rue Vieille-Monnaie. La première légion de la garde nationale, composée principalement de négociants et qui barre le passage, fait feu. 3 ouvriers sont tués, plusieurs sont blessés. Les Canuts remontent à la Croix-Rousse et alertent la population en criant « Aux armes, on assassine nos frères ». On s'arme de pioches, de pelles, de bâtons, quelques-uns ont des fusils. Des barricades sont dressées, et les ouvriers marchent sur Lyon, drapeau noir en tête, et bientôt, les tisseurs de la Croix-Rousse sont rejoints par ceux des Brotteaux et de la Guillotière. Le 22 novembre, à Lyon, un combat sanglant a lieu au pont Morand. Les soldats et gardes nationaux, battus, renoncent à contrôler la Grande Côte et la montée Saint-Sébastien, et les ouvriers prennent possession de la caserne du Bon Pasteur et pillent les armureries. Des ouvriers de tous les quartiers se joignent aux Canuts qui sont bientôt maîtres de toute la ville, à l'exception du quartier des Terreaux. Plusieurs corps de garde de l'armée ou de la garde nationale sont attaqués et incendiés. L'infanterie essaie vainement de les arrêter, puis recule sous les tuiles et les balles, tandis que la garde nationale, dont nombre de membres se recrutent parmi les Canuts, passe du côté des émeutiers. Au terme d'une rude bataille, environ 600 victimes, dont quelques 100 morts et 263 blessés côté militaire, et 69 morts et 140 blessés côté civil, les émeutiers se rendent maîtres de la ville que fuit, dans la nuit du 22 au 23 novembre, le général Roguet, commandant la 7e division militaire, ainsi que le maire, Victor Prunel. Le 23 novembre, les insurgés sont maîtres de la ville et se gardent de tout pillage. Ils occupaient l'hôtel de ville, mais leur chef, qui n'était entré en grève que pour obtenir la correcte application de l'accord collectif, ne savent plus que faire de leur victoire. Un comité insurrectionnel se forme sous l'impulsion de quelques républicains, mais ne prend pas de mesures concrètes, faute d'un véritable programme, et aussi du soutien des Canuts, qui refusent de voir leur mouvement récupéré à des fins politiques. La semaine suivante, les ouvriers, pensant tenir leurs tarifs, reprennent le travail. À Paris, la nouvelle de l'émeute et de la prise de contrôle de la 2e ville de France par les insurgés provoque stupeur et consternation. À la Chambre, l'opposition, emmenée par François Mauguin, a beau jeu de stigmatiser l'incompétence du ministère, tandis que le président du Conseil, Casimir Périer, dont le gouvernement s'est fixé comme première ambition de rétablir l'ordre public après l'agitation des Trois Glorieuses, impute les troubles lyonnais à la propagande saint-simonienne et aux menées des partisans de Charles X. Quant à Louis-Philippe, il ne doute pas que la révolte soit le fruit des menées républicaines. Le 25 novembre,
Perrier s'exprime devant la Chambre des députés. Il annonce que le duc d'Orléans, fils aîné du roi, et le maréchal Soult, ministre de la guerre, se mettent à la tête d'une armée de 20 000 hommes pour reconquérir Lyon. Louis-Philippe les engage à la fermeté, mais leur interdit de recourir à des exécutions capitales. Il se montre très critique vis-à-vis du préfet, mais reste prudent sur le tarif. Le 28 novembre, le duc d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe, et le maréchal Soult s'installent à Trévoux où ils attendent que le calme revienne dans Lyon. Ils y rentrent le 3 décembre, sans effusion de sang, sans négociation, sans engagement de quelque nature que ce soit. Le 6 décembre, le préfet est révoqué, la garde nationale dissoute et une importante garnison est placée dans la ville. Le 7 décembre, le tarif est annulé. Le gouvernement décide la construction d'un fort pour séparer la Croix-Rousse de la ville de Lyon. 90 ouvriers sont arrêtés, dont 11 qui seront poursuivis en justice et qui seront acquittés en juin 1832. Soult rend compte au roi du succès complet de sa mission. Il ne manque pas d'attribuer les acclamations qui se sont fait entendre à la reconnaissance pour le roi et pour le prince, et les silences à une expression de tristesse, qui était évidemment le témoignage du repentir. Il note que toutes les autorités sont venues rendre leur devoir à Monseigneur et que tous ont fait de très bons discours, excepté Monseigneur l'archevêque, qui s'est contenté de dire qu'il n'avait que des prières à faire. Prières à faire. Entre les 17 et 20 décembre 1831, l'opposition des extrêmes gauches cherche à faire rebondir l'affaire de Lyon à la Chambre des députés. Casimir Perrier déclare que la révolte a voulu s'armer contre la liberté du commerce et de l'industrie et affirme le 26 décembre que la société ne se laissera pas menacer impunément. La très grande majorité des députés approuve l'action du ministère et passe à l'ordre du jour, sans tenir compte des protestations et sans donner suite à la demande d'enquête présentée par le député d'extrême gauche, Eusèbe de Salverte. Le bombardement de la maison Brunet à la Croix-Rousse. Après l'échec de l'insurrection de 1831, les républicains parisiens ont envoyé à Lyon des émissaires, qui y ont créé tout un réseau de sociétés secrètes, souvent en relation étroite avec les associations de compagnonnage, des artisans de la soierie. À la fin de 1833, le gouvernement ne s'attend absolument pas à une nouvelle insurrection à Lyon, dans la mesure où la conjoncture économique est bonne et où l'industrie lyonnaise de la soie est alors florissante. Pourtant, les républicains vont manœuvrer habilement pour créer une situation insurrectionnelle en prenant appui sur un conflit salarial apparu au mois de février, chez les ouvriers de la Pioche. Le patronat juge que la bonne conjoncture économique a fait augmenter de manière excessive les salaires des ouvriers et prétend leur imposer une baisse. En résulte un conflit, des grèves, dont les meneurs sont arrêtés et traduits en justice. Leur procès commence le 5 avril, au moment où la Chambre des pairs discute d'une loi destinée à durcir la répression contre les associations républicaines. Les républicains parviennent à créer un amalgame entre les associations politiques, qui sont en réalité visées par ce texte, et les associations mutuelles ouvrières auxquelles les canuts lyonnais sont très attachés. Aussi, le 9 avril, des milliers d'artisans se soulèvent, tandis que les meneurs édictent des ordres du jour qui n'hésitent pas à dater du 22 Germinal l'an 42 de la République. À dater du 22 Germinal l'an 42 de la République. Et l'armée occupe la ville et les ponts. Rapidement, les premières fusillades éclatent avec la troupe, qui tire sur la foule des armées. Aussitôt, les rues se couvrent de barricades. Les ouvriers organisés prennent d'assaut la caserne du Bon Pasteur et se barricadent dans les quartiers en faisant de véritables camps retranchés, comme à la Croix-Rousse. C'est le début de la sanglante semaine. Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur, applique une tactique qui réédite en 1871 pour écraser la Commune de Paris. 1871 pour écraser la Commune de Paris. 171 pour écraser la Commune de Paris. Se retirer de la ville, l'abandonner aux insurgés, l'encercler, puis la reprendre. Le 10 avril, de nouvelles fusillades ont lieu avec la troupe. Les insurgés s'emparent du poste de télégraphe, du quartier de la Guillotière, puis de Villeurbanne, où les casernes sont prises. Le drapeau noir flotte sur Fourvière, l'église Saint-Nizier et l'hôpital de l'Antiquaille. Le 11 avril, les combats se poursuivent. Le quartier de la Croix-Rousse est bombardé par la troupe qui a reçu des renforts, tandis que des tentatives d'insurrection éclatent à Saint-Étienne et à Vienne. Le 12 avril, la troupe attaque et prend le quartier insurgé de la Guillotière, après avoir détruit de nombreuses maisons avec l'artillerie. À Viz, dans une maison de la rue Procheté, les soldats massacrent 16 habitants, hommes, femmes et enfants, parce qu'un coup de fusil avait été tiré devant cette maison. Le 14 avril, l'armée reconquiert progressivement la ville et attaque pour la troisième fois le quartier de la Croix-Rousse, massacrant de nombreux ouvriers. Le 15 avril marque la fin de la sanglante semaine à Lyon. La deuxième grande insurrection des canuts a maté dans le sang. Plus de 600 victimes sont à déplorer. 10 000 insurgés faits prisonniers sont jugés dans un procès monstre à Paris en avril 1835 et sont condamnés à la déportation ou, comme Charles Lagrange, à de lourdes peines de prison. Les pertes des militaires sont 231 morts, tués au combat ou blessés mortellement, et 192 blessés.
Du côté des civils, on compte au total 190 morts, mais dans ce nombre figurent aussi bien les civils insurgés que les civils tués sans armes. Du côté des blessés, on en relève 122 à la date du 28 avril, dont 31 décès par la suite, mais le total des blessés du côté des insurgés est certainement plus élevé. Mes sources. Wikipédia.